Alors que se passe-t-il lorsqu'il existe de l'inflammation dans l'articulation? Différents phénomènes vont survenir. Le premier phénomène, c'est cette inflammation de la membrane synoviale, qu'on avait appelée synovite. Lorsque la membrane synoviale va être inflammée, elle va s'épaissir. C'est ce que vous voyez ici, d'accord? Donc elle s'épaissit et ça va occasionner une production excessive de liquide dans l'articulation. Donc vous comprenez bien que cette hypertrophie de la membrane synoviale et la production excessive de liquide dans l'articulation vont tous deux contribuer au fait d'occasionner un gonflement de l'articulation. Donc l'articulation va apparaître cliniquement gonflée. Donc je rejoins un petit peu ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que pour parler d'arthrite, on ne peut parler d'arthrite que lorsque l'on objective des gonflements des articulations. D'accord ? Donc, dans la polyarthrite rhumatoïde, on va retrouver plusieurs articulations, sièges de gonflement. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas parler de polyarthrite rhumatoïde tant qu'on n'a pas vu au moins une articulation gonflée. Sachant que de temps en temps, on peut avoir des douleurs dans des articulations, mais sans gonflement articulaire. S'il existe des douleurs, mais sans gonflement articulaire, s'il n'y a pas de gonflement articulaire comme on l'a vu, il n'y a pas d'arthrite. Donc des personnes qui ont des douleurs mais sans gonflement, on ne peut pas évoquer le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Et vous le verrez là pour tout à l'heure, c'est vraiment fondamental. Donc là ici, vous avez un exemple de gonflement articulaire, vous avez une photo de main, vous voyez donc les différents rayons, vous voyez ici les doigts qui sont relativement fins, et ici, juste là, vous voyez le gonflement de l'articulation comparativement aux articulations adjacentes. Donc la présentation typique de la polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme inflammatoire qui va toucher donc les petites articulations, essentiellement les mains et les pieds, avec une présentation bilatérale symétrique. Ça, c'est vraiment la présentation typique. Sachant qu'au moment du diagnostic, on n'a pas forcément toujours cette présentation typique, et donc de temps en temps, on peut avoir simplement une ou quelques articulations gonflées. Il faut savoir que la polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme inflammatoire qu'on qualifie de destructeur. Alors, ne soyez pas trop inquiets par rapport à ça, mais c'est ce qui se passe lorsque l'on laisse évoluer la pathologie sans rien faire. Alors, pourquoi justement ce terme de destructeur? Quand on parle de destruction, c'est la destruction de l'articulation si on ne fait rien. Comment cette destruction survient? Tout simplement à cause de cette inflammation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? On retrouve notre membrane synoviale, siège d'inflammation. Donc il va y avoir cette inflammation, il va y avoir un relargage de différentes protéines de l'inflammation, des cytokines de l'inflammation. Et ces cytokines de l'inflammation vont venir attaquer deux éléments. D'une part l'os, donc ça va venir attaquer l'os et occasionner des érosions. Ça va faire des petits trous dans l'os, des érosions. Et d'autre part, ça va venir attaquer le cartilage qui va petit à petit s'amincir. Et c'est ce que l'on va voir sur les radiographies standards sous la forme de pincements articulaires. Donc voici ce que l'on retrouve sur les radiographies standards lorsque l'on laisse évoluer la maladie. Donc des pincements. Donc là, vous voyez donc une radiographie standard de la main. Vous voyez un interligne articulaire ici respecté, et ici vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'espace entre les deux pièces osseuses. C'est ce qu'on appelle un pincement articulaire. C'est le reflet d'une atteinte du cartilage osseux. Par ailleurs, on va retrouver ces érosions. Donc vous voyez ici, comparativement aux autres articulations qui sont normales, ici on suit bien la corticale osseuse, c'est bien régulier. Ici, vous retrouvez ces petites zones, comme des petits trous dans l'os. Ça correspond aux érosions. Il faut savoir que ces érosions et ces pincements articulaires surviennent de manière assez précoce au moment du diagnostic et apparaissent de manière assez précoce sur les premières années d'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, si on laisse évoluer les choses, forcément, à terme, ça peut occasionner quand même des dommages assez importants avec un retentissement fonctionnel majeur. D'où cette notion de fenêtre d'opportunité dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure.
On sait que si on fait un diagnostic précoce et qu'on met en route le traitement de manière précocement, à ce moment-là, on peut enlever l'inflammation, stopper l'inflammation, et en stoppant l'inflammation, ça nous permet également de stopper, d'empêcher l'apparition des pincements, l'apparition des érosions. Donc les images que je vous ai montrées tout à l'heure, ce sont en fait des images que vous pouvez retrouver chez des patients ayant une polyarthrite sans l'optimisation des traitements avant, et maintenant de plus en plus, heureusement, on arrive à prévenir et empêcher ce type d'évolution. Donc cette fenêtre d'opportunité, ça permet donc la rémission prolongée et ça permet de stopper la progression structurale. Alors ce diagnostic de polyarthrite rhumatoïde va être basé sur différents éléments. La complexité des diagnostics dans les rhumatismes inflammatoires, c'est tout simplement le fait qu'il n'existe pas un signe pathognomonique, c'est-à-dire un signe qui permette à lui seul de porter le diagnostic. Donc à chaque fois, on est obligé de se baser sur des éléments cliniques, biologiques et d'imagerie. Donc quels sont ces différents éléments? Sur le plan clinique, c'est la survenue des synovites, des gonflements articulaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur le plan biologique, c'est l'existence d'un syndrome inflammatoire et des anticorps dont je vous ai également parlé, et ensuite des radios dont on a vu donc les différentes lésions élémentaires tout à l'heure. Et donc c'est en reprenant ces différents éléments que le médecin pourra porter le diagnostic. Alors, pour cela, vous savez, il existe différents critères qui ont été portés, sachant que jusqu'à présent, on avait des critères de classification, et ce n'est que de manière récente qu'on a des critères qui nous permettent de classification, mais également pour le diagnostic. Alors, il existait des anciens critères, établis en 1987, donc vous voyez, ça commence à dater un petit peu, qui reprenaient cette présentation bilatérale symétrique dont on a parlé tout à l'heure. Le problème de ces critères, c'est qu'ils n'étaient absolument pas adaptés pour les polyarthrites rhumatoïdes débutantes. C'est la raison pour laquelle les groupes d'experts internationaux se sont réunis pour proposer une adaptation des différents critères pour permettre de faire en sorte d'inclure, de classer les patients comme ayant une polyarthrite rhumatoïde à un stade beaucoup plus précoce. Alors, on va revoir ensemble ces critères de l'ACR EULAR 2010. Donc, le mode d'entrée, c'est le fait d'avoir un gonflement articulaire. Je vous ai dit, le fait d'avoir un gonflement articulaire, c'est absolument indispensable pour pouvoir parler de polyarthrite rhumatoïde. À partir du moment où on a un gonflement articulaire, on regarde ensuite si, sur les différents signes cliniques, sur l'interrogatoire, il existe des éléments pour un autre diagnostic. À partir du moment où on n'a pas d'éléments pour évoquer un autre diagnostic, on continue. On regarde sur les radios s'il existe des lésions typiques, notamment les érosions dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il existe ces érosions, des éléments typiques, s'il existe des érosions, à ce moment-là, on peut considérer qu'il existe bel et bien une polyarthrite rhumatoïde. En l'absence d'anomalies radiographiques, ce qui est très souvent le cas au moment du diagnostic, parce que la durée d'évolution est courte, à ce moment-là, on a tout un moyen justement de classer les patients. Donc prenant en compte le nombre d'articulations touchées, la présence d'auto-anticorps, facteurs rhumatoïdes anti-CCP, l'existence d'un syndrome inflammatoire biologique par l'élévation de la VS ou l'élévation de la CRP, et également la durée d'évolution de la maladie. Et vous voyez que chaque élément correspond à une pondération. Donc c'est simple, on somme justement ces différents éléments, et à partir du moment où un score supérieur ou égal à 6, à ce moment-là, on peut classer le patient comme ayant une polyarthrite rhumatoïde. Par ailleurs, vous avez entendu parler d'imagerie dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous savez qu'on peut s'aider de ces moyens d'imagerie. Ces moyens d'imagerie que sont l'échographie et l'IRM ne sont absolument pas indispensables pour le diagnostic. Ils ne sont pas pris en compte d'ailleurs, vous voyez, dans les critères de classification dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais cependant, ils peuvent aider, et les recommandations internationales stipulent qu'en cas de doute, on peut s'aider de l'imagerie, aussi bien de l'échographie que de l'IRM. Donc voici ce que l'on peut retrouver en échographie notamment. Ici, c'est une articulation. On retrouve de l'inflammation au siège de l'articulation, avec ces petits spots, vous voyez,
orangées qui correspondent à de l'inflammation, une hypervascularisation. Et on peut également retrouver les petites érosions. En IRM, on peut retrouver de l'inflammation, que ce soit les synovites, ténosynovites, c'est-à-dire de l'inflammation d'articulation ou autour des tendons. On peut retrouver ce qu'on appelle un œdème osseux, donc de l'inflammation dans l'os. Et on peut retrouver également les dommages structuraux, tels que les érosions. Donc, tous ces éléments d'imagerie sont intéressants, dans le sens où ils sont plus sensibles que l'examen clinique ou que les radiographies standards pour retrouver des anomalies. Ceci dit, le problème, parfois, c'est le fait qu'il existe des faux positifs. C'est-à-dire qu'on a un risque de conclure à tort à l'existence vraiment d'éléments pathologiques, alors qu'en définitive, il n'en a rien. D'où le fait qu'il soit extrêmement important de faire réaliser ces examens auprès de personnes qui connaissent très très bien l'ostéo-articulaire et qui sachent vraiment correctement les interpréter.